Monsieur Christophe Lutunula, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. On vous rencontre ici à Bruxelles. La France vient d'annoncer son futur mode de coopération avec le continent. Une réaction ? Bien, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que le président français a présenté l'approche, les priorités et les intérêts de la France dans ses relations avec l'Afrique. Et le menu est bien fourni, il y a à boire et à manger. Il appartient maintenant à chaque pays africain de tirer son vin, son verre de vin, j'allais dire mieux, de choisir le plat qui lui convient. Et là, on tombe évidemment sur les spécificités de chaque pays, et la capacité de ce dirigeant de bien cibler les priorités nationales, cela s'entend, les projets et la vision globale que le pays a dans ses relations avec la France, pourquoi pas avec l'Union européenne, parce que la France est une des locomotives de l'Union européenne. Est-ce que des deux, j'ai noté, et ça me paraît important, pratiquement 3 phrases ou 3 idées clés. La première, c'est que le président Macron lui-même reconnaît qu'ils sont toujours redevables du passé de la France. Et que, par rapport à ça, les résultats escomptés ne sont pas là. C'est-à-dire, quelque part, un aveu d'échec. J'admire le courage, la sincérité. J'espère que, par la suite, les choses vont changer. La deuxième chose, il a souligné la centralité et la prééminence des questions sécuritaires. Et là, nous, la RDC, nous sommes particulièrement intéressés. On reviendra sur le fond. La deuxième idée, c'est la troisième, merci beaucoup, c'est l'encouragement, l'appui à l'entrepreneuriat. Et à cela, s'est joint une autre idée, c'est les questions liées aux investissements français à l'extérieur. Donc voilà comment moi je perçois cela. Et encore une fois, le défi reste chez nous-mêmes, chaque pays africain, pour savoir ce qu'il veut et comment il va travailler avec la France. Pour parler particulièrement de la République démocratique du Congo, plus d'interventionnisme français comme dans le passé, ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, mais une sécurité plus accrue. Certains craignent la sous-traitance par des armées africaines des problèmes à régler par les puissances occidentales. Est-ce que la RDC n'est pas inquiète sur ce point précis? Bon, pour l'instant, personne comme pays, la RDC a une coopération dans la construction d'une nouvelle armée congolaise, républicaine et puissante et dissuasive. Vous savez que c'est la France, c'est la Belgique qui sont dans la France. Il y a la formation, je crois, à travers les corps de guerre, et puis il y a la formation de bataillons pour les combats dans la jungle. Nous n'avons pas encore perçu ce type d'approche chez nous. Et quoi qu'il en soit, je ne veux pas citer de pays, je suis mes affaires étrangères, on sait que cette sous-traitance existe déjà. Et il y en a qui tirent profit de cela. Suivez mon regard pour emmerder aussi les autres, pour se livrer à des aventures guerrières. Donc là, il appartient à chaque leader africain, à chaque pays de prendre ses responsabilités, de rassurer les autres pays africains de ce que si jamais on devenait sous-traitant, on ne sera pas contre les intérêts de l'Afrique. Parce que bon, chaque pays est souverain, il peut faire ce qu'il peut, mais nous, en tout cas, comme les affaires étrangères, je n'ai pas connaissance d'une entreprise dans ce sens-là avec la France dans mon pays. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le président de la France déclare avoir ou rechercher ou attendre une réponse collective, notamment quand le président Félix Tshisekedi appelle à des sanctions contre le Rwanda. Alors, sous quelle forme peut arriver cette réponse collective? Il arrive sur le continent. Est-ce que, selon vous, puisqu'on annonce une évolution éventuelle de sa position
au cours de cette tournée. Les rencontres avec les présidents Lorenzo, particulièrement en Angola, et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville peuvent faire pencher la balance du côté de la RDC. Bon, la réponse collective, elle existe déjà. Depuis l'année passée, en effet, ceux qui suivent l'activité internationale, et particulièrement ce qui se passe au sujet de la situation d'insécurité à l'est du pays, ils savent, que tous, attendez ici les organisations internationales qui s'occupent des questions de paix et de sécurité, entendez ici les pays partenaires bilatéraux, les États-Unis, la France elle-même, l'Allemagne, la Belgique, toutes ces autorités internationales ont déclaré qu'elles soutenaient les plans de paix, le processus de paix de Nairobi et de Luanda. Deuxième considération, c'est que de ces deux processus de paix, il est sorti une matrice d'actions et d'initiatives à prendre assortie d'un chronogramme. C'est le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre l'année dernière. Et ça n'est pas tout. Ce plan de paix est soutenu par toutes les autorités internationales auxquelles je viens de faire allusion. Il n'y a pas longtemps, il y a pratiquement une semaine et demie, 2 semaines, au niveau de l'Union africaine, parce que souvent on invoque le principe de la subsidiarité qui consiste à dire d'abord le communauté, ensuite la région, c'est-à-dire ici l'Union africaine. Quand je parle de communauté, CIRGL, CAC, SADC et tout, et tout a été, si vous voulez, harmonisé à la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Je crois à Addis Abeba, je crois que c'est la 36e conférence. Il est sorti aussi le même soutien, le même consensus, pour ne pas dire unanimité, sur ce qu'il faut faire. Donc, le côté consensus, mais disons plutôt unanimité, parce qu'il n'y a pas eu d'objection. Ce qu'il faut faire, c'est connu. Oui, mais attendez un peu. On le sait. Les communiqués, on les a vus. J'en viens. Mais la question, elle est plus à la région. Ouais. Elle est plus à l'Union africaine. Elle est à un membre du comité, à un membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? J'en viens. Parce que le président Macron a posé, si vous voulez, un principe. C'est que ça doit venir, en fait, d'une initiative collective. Et je voulais terminer ce point-là pour dire qu'il n'y a pas d'équivoque, il n'y a même pas de demande à formuler, parce que ce qu'il faut faire est connu de tous et accepté par tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est le hic? Oui. C'est la mise en œuvre. La mise en œuvre maintenant, c'est-à-dire honorer les engagements. Honorer les engagements au niveau, par exemple, des Nations Unies. Le secrétaire général Guterres était à Addis Abeba. Il a sorti une idée aussi. Il a annoncé la possibilité de voir les Nations Unies utiliser des facilités de paix de ce côté-là pour notamment soutenir, appuyer l'initiative régionale, la force régionale de l'EAC. C'est déjà quelque chose qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a notre demande à nous, la RDC. D'un mot, parce que l'émission a un temps compté, nous avons dit qu'il faut de la justice. Il faut abandonner la politique de 2 poids 2 mesures. Si on sanctionne la Russie, à ce qui concerne ce qu'il fait en Ukraine, pourquoi on hésite? Pourquoi fait-on les choses comme si ce qui se passe en RDC par rapport au comportement du Rwanda est différent? On évoque les mêmes principes que le président Macron a rappelé. Respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États. C'est exactement la même chose. Alors nous disons qu'il faut des sanctions collectives individuelles
Et ces sanctions sont possibles. Et là, parce que vous parlez de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, et vous savez ce que ça signifie, membre permanent, participe à la décision au niveau le plus élevé de la vie internationale. Et là aussi, la France, qui est une des locomotives de l'Union européenne qui est le partenaire multilatéral le plus important de la RDC, j'allais même dire de la région, parce que l'Union européenne est aussi au Rwanda et tout, j'en parle parce que j'étais président du conseil exécutif de l'Union africaine quand le chef de l'État était président d'exercice. Nous avons tenu même des réunions à Kigali. Et la France aussi a un rôle à jouer au sein de l'Union européenne pour qu'il y ait des sanctions. Cela est faisable. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui là, quand nous faisons cet entretien. 1er mars. Le 1er mars. Le chronogramme qui a été arrêté par les chefs d'état-major des forces des pays membres de la EAC et en harmonie avec le commandement à la force régionale. Prévoit déjà un retrait. Depuis hier. Ça n'a pas été fait, bien au contraire. Le M23 continue à attaquer. Et voilà. Donc, l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la lampe de bois, pour qu'elle se termine, qu'elle se termine plutôt cette langue de bois, a sonné aussi. Arrêtons avec la langue de bois, avec la rhétorique, chacun faisant son équilibrisme à sa manière, encore que l'équilibrisme n'est pas la garantie qu'on va trancher. Il faut dire qui a fait quoi, qui est responsable, et demander que les sanctions soient prononcées. Là, la France aussi a un rôle à jouer. Elle ne peut pas se débiner ou continuer à dire oui, bon, il faut que ça vienne de la région. Je viens de vous démontrer qu'au niveau de l'Afrique, les choses sont claires comme de l'eau claire dans un verre clair. Voilà. Mais ce qui est clair aussi, c'est que de cette intervention de l'EAC qu'on a annoncée comme salvatrice, beaucoup d'interrogations naissent, notamment sur le fait que de son action offensive, on observe plutôt la création de différentes zones tampons où les armées des pays membres de cette EAC vont ou ne vont pas permettre à la République démocratique du Congo de recouvrer l'intégrité de son territoire. Écoutez, je n'aime pas la langue de bois. Je respecte vos auditeurs et vos téléspectateurs. Je respecte mes compatriotes. Il faut expliquer. Je vais faire un effort pour être un peu bref, parce qu'il est temps de se compter. Le mandat de la force régionale est clairement libellé offensif comme un mandat offensif qu'on fait retour les communiqués de Nairobi d'avril et du mois de juillet. Là, c'est très clair. J'ai toujours mis au défi quiconque de me prouver le contraire. Mais, rassurez-vous, M. Christian Lusakweno, ni le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni le gouvernement, personne ne s'est fait d'illusion. Personne n'a été naïf pour croire que ça se ferait comme par les claquements de doigts. Parce que n'oubliez pas que la force multinationale, où qu'elle se trouve, a des faiblesses. La première faiblesse, c'est le financement. Aujourd'hui, il y a eu quelques annonces. Nous-mêmes, on a contribué. Même le problème de financement se pose. J'espère que l'Union africaine, qui la fois dernière a envisagé la possibilité d'utiliser aussi la facilité de paie de l'Union africaine qui existe, va mettre la main dans la poche. Deuxièmement, et c'est important, ça, c'est aussi le cas de la MONUSCO, les forces qui sont là, et malheureusement, obéissent aussi à un double commandement. Le commandement de la force régionale, mais aussi le commandement des états-majors de leur pays. Si un pays estime que, à tel moment, mes troupes qui sont là,
nous, on ne va pas se faire zigouiller pour telle ou telle raison. Mais qu'est-ce qu'ils font là, C'est comme ça. Puisque le mandat est Je offensif. vous en prie. Qu'est-ce qu'ils Je font vous là en prie. Je vous en prie. Pourquoi est-ce que, et c'est la question que se posent tous les Congolais, pourquoi cette EAC plutôt que la SADC, qui par le passé avait produit effet, pourquoi confier notre destinée à un ensemble sous-régional qui nous est particulièrement hostile, ou s'il ne l'est pas hostile, qui est plus favorable à celui qui nous est hostile? Ça, c'est un jugement qu'on peut émettre. Mais je comprends, la guerre, ça fait pas bien, ça nous détruit, ça nous affaiblit, ça nous humilie. Mais ne perdons pas le fil des idées. Il faut être froid devant certaines réalités pour les maîtriser et arriver vers une solution. Nous ne sommes pas partis à l'EAC pour raison de guerre. Non. J'ai eu à l'expliquer. Oui, mais nous avons donné, attendez un peu. Oui, mais nous avons donné notre destinée à cette EAC. Je vais vous expliquer. Attendez, donnez-moi du temps. Pas du temps. Si nous sommes partis pour la guerre, et quand la guerre va se terminer, on quitte alors. Non. Je m'excuse, j'ai un bilan parce qu'il faut comprendre aux gens ce qui se passe. Nous sommes à la CEAC pour des raisons stratégiques. D'abord, sur le plan économique. Je répète encore une fois, tout ce qui vient au Congo et qui sort du Congo par la voie de l'Est, ça passe par où? Mombasa et Dar es Salaam. Mombasa, c'est le Kenya, Dar es Salaam, c'est la Tanzanie. Ils sont pays fondateurs de la CEAC. Non, tout ça, on l'a bien compris. La raison est économique. Je vais revenir, parce que nos compatriotes se perdent un peu dans cette affaire-là. Je vais revenir. On peut ajouter des intérêts au niveau du commerce frontalier. N'oubliez pas que le cordon le plus long, ça commence de Kisangani pour se terminer à Lubumbashi. N'oubliez pas que sur 9 pays voisins, il y en a à peu près 5 qui sont dans la CEAC. N'oubliez pas aussi que dans les cadres des efforts que nous faisons pour maîtriser la douane, on a besoin aussi de gérer le combat contre la fraude douanière en nous intégrant dans les ensembles économiques. Donc, de ce côté-là, culturellement aussi, c'est leur swahiliphone. Vous comprenez? Alors, nous n'avons pas abandonné le destin de notre pays, de notre peuple, à la EAC. Tenez bien. Nous devons être conséquents. Nous mettons en avant le Rwanda que nous accusons de nous agresser. OK? Et quelque part aussi, on déplore le comportement de l'Ouganda. Nous n'avons que deux structures, j'allais dire 3, où nous nous retrouvons tous. La CIRGL, vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui. L'Union africaine, vous connaissez l'attitude de l'Union africaine, souvent quand il y a peut-être problème, et l'EAC. Et dans le traité de l'EAC, il est prévu de mécanismes, des dispositions qu'en cas de conflit entre les États, en cas de problème de paix et de sécurité, la communauté intervient. Et c'est pour cela que nous trouvons avec le Rwanda et quelque part l'Ouganda qu'ils ne sont pas avec nous à la SADC. C'est important par votre question. Pourquoi on ne va pas partir à la SADC? Ils ne sont pas avec nous à la SADC. Oui, la CIRGL ne marche pas. Et en fait, l'EAC s'est saisi du dossier conformément à son traité. Nous ne pouvons pas adhérer à l'EAC, adhérer je ne sais pas à quelle structure, et faire comme si nous ne sommes pas là. Oui, alors, c'est là que... Oui, mais nous sommes aussi de la SADC. J'en viens. Parce qu'il y a un malentendu terrible et dangereux dans cette affaire-là. Alors, c'est là que nous retrouvons avec le Rwanda. La SADC ne peut pas, disons les choses comme ça, inviter, surtout pas convoquer le Rwanda, même si nous avons sur des structures de règlement de conflit, pour qu'on parle avec le Rwanda. Nous avons l'EAC, nous devions avoir la CIRGL, je parle plus de la CPGL, comme ça, l'Union africaine, et comment on part au Conseil de sécurité. Donc, au niveau de la SADC aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls de la SADC qui se trouve à la CEAC, il y a la Tanzanie. C'est normal que la SADC aussi
se soit dit, OK, il y a une institution communautaire africaine, l'EAC, qui traite le dossier. Nous allons maintenant voir comment appuyer. Et là, je ne donne pas de secret. Il y a des discussions qui sont là. Moi, j'étais dernièrement en Namibie, à la réunion de la Troïka, de l'organe qui s'occupe des questions de sécurité et de politique en la matière, à la SADC. J'ai pris part à la réunion. En septembre l'année dernière, nous sommes retrouvés à New York autour de monsieur Jean-Pierre Lacroix, qui est ce qu'il est, chargé de métiers de la paix. Il y a une réunion des ministres de la SADC et de l'équipe du secrétariat général. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, il y a une réunion de la SADC qui va se tenir, j'ai oublié exactement la date, je crois cette semaine, pour se voir un sur peu le dossier. comment faire entendre, non, je ne vais pas faire entendre la voix, parce que la SADC a déjà eu à se prononcer à travers ses structures, comment faire que la SADC aussi apporte sa contribution face à ce problème de sécurité aiguë que connaît de ses membres. Donc là, ce n'est pas un secret. Et il y a eu des discussions aussi. On a parlé aussi, et cela est en mouvement, de la coordination entre tous les intervenants, la MONUSCO, c'est-à-dire les Nations Unies, la force régionale et les FAIB, la brigade d'intervention, en fait, de la SADC dans la MONUSCO. Tu comprends? Donc on peut attendre, donc on peut s'attendre dans les prochains jours à ce que la SADC intervienne et à ce que déjà dans l'EAC, alors qu'aucun pays n'a ouvertement condamné le soutien du Rwanda au M23, on peut s'attendre à ce que d'autres organisations que l'EAC prennent le devant sur le terrain. Écoutez, nous appartenons, comme je viens de vous dire, à plusieurs organisations régionales et sous-régionales. Pour nous, c'est pas la couleur, c'est pas le drapeau, c'est pas l'hymne de telle ou telle organisation. Nous avons des problèmes à résoudre, il faut le résoudre. C'est ça qui compte pour nous. Vous voyez. Donc, cette affaire de dire, oui, on a abandonné la SADC, on est allé à l'EAC, il faut que le compatriote comprenne de quoi il est question. Et de dire aussi, vous n'avez pas évoqué cela, que voilà, on sous-traite la défense des intérêts de notre pays, mais attendez un peu là. Je crois que c'est avec vous qu'on a parlé de cela un jour à New York. Depuis 1960, je suis désolé, nous avons des vaillants militaires, mais notre système de défense, il est à retravailler et le président s'y emploie. Est-ce que depuis 1960, il y a eu une guerre de ces gens-là que nous avons gagnée seuls? 2. À partir du moment où vous reconnaissez, pas seulement reconnaître, où vous accusez sur la place publique internationale tel ou tel pays qui n'est pas à confondre avec nous, absolument, vous ne pouvez pas traiter ce dossier sans recourir aux institutions internationales. Donc, ne faisons pas des choses. Et c'est dommage parce que ceux qui disent ça, ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire. Ils ne disent pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, M. Lutundula, le Rwanda est toujours en relation diplomatique avec la RDC. Le Rwanda qui agresse la RDC qui, sur toutes les plateformes internationales, condamne un Rwanda avec qui elle a toujours des relations diplomatiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part problème? Aucun. Pourquoi maintenir ces relations? En fait, quel est le contenu de ces relations aujourd'hui? Quel est le contenu de ces relations diplomatiques? Mais la rupture d'une relation diplomatique équivaudrait à quoi? À régler le problème? À porter à la connaissance de la communauté internationale que le problème est réel et encore plus important mais nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Vous ne faites que... C'est tout le travail que nous faisons. Attendez là. C'est la situation, l'agression de notre pays par le Rwanda date de plus de 20 ans. Il y en a même qui disent date de 30 ans.
Vous comprenez? Ça ne vient pas de nous. Donc, nous ne pouvons pas nous gêner de prononcer une rupture. Pourquoi ne pas le faire? J'en viens. Vous posez une question. La population congolaise, laissez-moi sur répondre. Top Congo, L'homme d'État insiste beaucoup. L'homme d'État, et c'est ça, Félix Antoine Tshisekedi, l'un des atouts majeurs, l'une des qualités exigées à un homme d'État, c'est la distance avec le factuel. Le factuel, c'est l'instrument de décision, mais le factuel ne pas le guide, disons, la décision elle-même. Nous comprenons le compatriote. Nous comprenons le compatriote, je le dis, ça nous concerne aussi. Nous sommes aussi des Congolais. Et nous sommes le plus haut conseil parce que nous sommes responsables. C'est nous qui devons régler la question. Mais il faut savoir comment agir, quelle est la chorégraphie des actes, des actions que nous posons, les tempos et ainsi de suite. On a parlé de l'expulsion de l'ambassadeur de Rwanda. On n'a pas expulsé. Mais un des moments est arrivé, on lui a dit, vous ne servez plus à rien. Peut-être il vaut mieux aller vous reposer chouf. Écoutez, aujourd'hui, la rupture, c'est pas vous que je pose la question, c'est que nous écoute. Allez, le matin, on annonce rupture de relations diplomatiques. Vous avez résolu quel problème? Sinon, la psychothérapie. Peut-être. Si cela doit intervenir, je peux dire au nom du président Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, au nom du gouvernement de la République, que ça ne nous coûterait rien. On n'hésiterait jamais à le faire. Ce qui est plus important aujourd'hui, sur le plan diplomatique, je suis désolé, mais ne faisons pas la fausse modestie, le chef de l'État a permis à notre pays de renverser la vapeur. Il y a à tout le moins une meilleure compréhension de ce qui hier étaient les avocats du Rwanda. Aujourd'hui, vous parlez. Il y a eu, non, s'il vous plaît, il y a eu des mesures importantes. Lever de la sanction, je n'entre pas dans les sanctions. Lever de la sanction qui nous concernait, les armes. Mais le travail, je ne veux pas en dire trop. Le travail est fait. Comme je vous disais, le consensus, c'est ce qu'il faut faire. Et là, nous sommes conscients que le combat qui reste, c'est l'implémentation, l'exécution de ce qui a été décidé. Vous avez fait allusion à quelque chose à laquelle je n'ai pas répondu. Le président Macron va faire le tour, il va voir le président Lorenzo et tout. Le président Lorenzo joue un rôle important. D'abord, c'est la jonction entre Nairobi et l'Union africaine. Parce que bon, c'est à Malabo, ça a été décidé, moi j'étais là. Donc la connexion est bonne et il s'y emploie avec le président Ndayishimiye. 2, l'Angola n'est pas n'importe quel pays. Disons les choses clairement. C'est un pays qui pèse dans la région. Et aujourd'hui, il y a une mission importante qui a été confiée en Angola, à Addis Abeba, c'est que lors de la réunion du mini-sommet des chefs d'État de l'EAC à Addis Abeba le 17 février, on a demandé à l'Angola, en collaboration avec le médiateur de l'EAC et l'ancien président du Kenya, Uhuru, de maintenant ou désormais, chaque fois qu'il y a des décisions de plan, d'aller signifier au M23 pour qu'elle n'excite pas de la non-signification afin de ne pas suivre ce que la communauté internationale recommande. Et je crois qu'au moment où nous parlons, le processus est déclenché. Il y aura un émissaire ou des émissaires du président Lorenzo, en accord avec le président Uhuru, qui vont se rendre où qu'ils se trouvent pour dire au M23, voici ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, messieurs les terroristes, voilà ce qui va arriver. On ne va pas les îler. Et l'Angola a ce rôle-là. Ce n'est pas des moindres. Alors, le président Macron passe là-bas. J'espère que les choses vont se dire clairement et faisons confiance au président Lorenzo. Il fait du bon travail. La même chose, parce que nous tirons certainement vers la fin. Je peux dire que le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, vous le connaissez,
il va dire au président français ce que le Congolais pense. Et c'est important que nous parlions aussi ce discours de la vérité avec le président Macron. Mais certains à Kinshasa voudraient ne pas voir le président arriver. On se comprend. Mais nous ne sommes pas ennemis de la France. Nous avons la francophonie. La France, c'est un des décideurs internationaux, on vient de le dire. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un espace de dialogue pour nous dire la vérité avec l'espoir que nous allons nous comprendre mutuellement, que cette compréhension mutuelle devra cheminer, aboutir à une compréhension commune de ce qu'il faut faire et que par la suite, la France devra rectifier le tir. Et sur ce point-là, il y a une initiative forte que nous avons prise, c'est que nous avons saisi la Commission de l'Union européenne pour que l'Union appuie les efforts de la RDC dans le cadre de la restructuration de notre armée. C'est important parce que la thérapie, si vous voulez, la plus efficace, qui s'inscrit dans la durée, c'est nous doter d'une armée républicaine, puissante et dissuasive. C'est déjà arrivé à Bruxelles. Nous espérons que la France va jouer un rôle pour que cette requête aboutisse rapidement. La même chose pour l'observation électorale. Donc voilà, sous cette question-là, je crois que cet aspect, on aurait dû aborder tout à l'heure. Et merci de m'avoir permis de clarifier la situation. Merci beaucoup, M. Lutundula. Alors, le président Macron arrive, beaucoup dans la région, et pour terminer, ce sera très court, la conclusion. Beaucoup reviennent sur les accords conclus dans la sous-région, accords qui prévoient que les pays discutent aussi avec leurs groupes armés. Est-ce que la RDC est prête à dialoguer avec le M23? Je ne sais pas si cet accord existe. Ce qu'il y a, c'est l'information vraie. Dans le cadre du processus de Nairobi, vous le savez bien parce que vous avez été témoin de tout ça aussi, il y a eu des consultations politiques que le président Félix-Antoine Tshisekedi a amorcées. Il y a eu Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 2. Nous avons déjà eu des discussions avec environ 53 groupes armés. Au niveau de cette coutumier, il y a une soixantaine. Exclu le M23 parce qu'il faisait la guerre. J'en viens. Il doit y avoir Nairobi 3. Mais, je crois que ça s'appelle Codeco. Et le M23, ils se sont exclus parce qu'ils ont pris les armes. Et là, nous sommes fermes, que le Congolais le sache. Je parle au nom du président de la République et du gouvernement. Nous ne discuterons pas avec un groupe d'individus qui ont pris les armes contre la République, qui ont provoqué les déplacements forcés de plus de 500 000 compatriotes qui vivent dans des conditions infrahumaines, qui vivent dans la nature. Nous ne le ferons pas. Nous avons dit et nous répétons que il faut créer les conditions qui favorisent ces consultations-là. Parce que ce que le M23 a fait, c'est de bloquer. Parce que nous étions, le Nairobi 1, vous le savez, il y avait la délégation du M23. Et pendant qu'on est là, il déclenche la guerre contre notre pays. Quelle façon de manifester sa citoyenneté. Aujourd'hui, donc pas de dialogue possible avec le M23, en tout cas, tant qu'il tient les armes. À la date d'aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Et si vous vous hasardez à faire ça, Christian, je m'excuse, ça prend du temps. Alors, que direz-vous demain, après-demain, pour les autres ou pour d'autres Congolais qui seront tentés par cette aventure? Monsieur Christophe Lutundula, je rappelle que vous êtes le vice-premier ministre des Affaires étrangères, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de contribuer à la clarification d'un certain nombre de choses. Je termine en disant toujours aux Congolais, Bendela et Kokoya, partout au monde, le peuple se sont épanouis, ont rayonné, sont entrés dans l'ère du progrès. Pas par la facilité, par le combat de tous les jours. Comme dirait Antoine Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Nous allons gagner.